Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Me voici aujourd'hui en compagnie d'Émilie. Bonjour Émilie et bienvenue. Bonjour Céline, merci. Dans cet épisode, Émilie, tu viens nous apporter ton témoignage sur ton parcours en matière de vie intime. Parcours qui a été marqué par des expériences non consenties et qui a façonné ton rapport à toi-même et aux autres. Et au-delà de ça, Émilie, tu viens justement nous partager la compréhension que tu as pu faire de ce qui t'est arrivé et puis de comment tu as réussi à transformer ces expériences pour reprendre le contrôle de ton histoire. Alors, est-ce que tu es prête pour les questions, Émilie? Oui, Nom d'un clito, témoignage. Pour mieux comprendre ton parcours, Émilie, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots dans quel modèle familial tu as grandi? oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi dans une famille, tout ce qu'il y a de traditionnel, hein. J'avais mes 2 parents qui sont encore mariés d'ailleurs, famille ouvrière, où, le sexe était, assez tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. En tout cas, enfin mes parents n'en parlaient pas quand, nous on était là, en tant qu'enfants. J'avais déjà posé la question à ma mère de comment on faisait les bébés. Bon, c'était très, technique, hein. Elle m'a expliqué exactement comment on faisait les bébés. Mais oui, il y avait pas, je veux dire que c'était pas un sujet. Voilà. C'était vraiment pas un sujet et par contre, c'est vrai que, quand on était en famille, donc avec, les oncles et les tantes et cetera et puis que c'était un peu festif, là, il y avait facilement des blagues de sexe, etc. Et du coup, étant enfant, ça m'avait marqué parce que c'était uniquement quand ils étaient entre adultes, alors que quand il y avait les enfants, c'était chut. Donc, je voyais un peu ça comme caché, puis un peu honteux aussi, du coup. Mais ça avait l'air de les faire rire, donc en même temps, ça avait un côté assez excitant, je dirais, de mon côté aussi. Et le rôle de ton père et de ta mère au sein de ta famille, comment il était? Quel type de relations sont forcément allées dans l'intimité, hein, mais pour qu'on comprenne un peu ce modèle qui a pu influencer la suite. J'avais un père, très autoritaire. Quand j'étais petite, il était pas forcément très présent. Il était là le week-end, mais c'est vrai qu'en semaine, je le sentais pas très présent et une mère, qui répondait à nos besoins de nous faire à manger, et cetera. Par contre, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, il y avait pas de place. Ouais, assez dépourvu, d'émotions. Et en quoi est-ce que ce modèle familial a influencé ta perception des relations intimes, Émilie? Selon moi, en fait, une femme répondait aux besoins, de son mari. Donc, déjà une femme, se devait d'avoir, un compagnon, un mari et puis elle se devait aussi de répondre, à ses besoins. Donc, ses besoins, ça part de faire à manger et cetera, hein, vraiment ses besoins, on va dire, primaires Mhm. et puis, ses besoins aussi, sexuels. Donc, pour moi, en fait, une femme, elle se soumettait à l'homme et puis elle lui disait rien. Alors, entre femmes, elles se disaient, hein, les femmes de la famille se disaient ce qu'elles pensaient de leur mari, ce que je l'ai su après en grandissant.
Avant cela, oui, je voyais ça, moi, un peu comme c'était les hommes tout en haut et les femmes, ben, elles répondaient aux besoins de leur mari. Donc, en fait, ça avait un côté, ça me donnait pas trop envie d'être une femme. D'ailleurs, j'étais un vrai garçon manqué depuis toute petite. Et puis, en même temps, ça avait l'air aussi, ça avait l'air excitant du côté du mari, parce que finalement, lui, il était tranquille, hein. Il obtenait ce qu'il voulait quand il voulait. C'est ça. Et je pense que du coup, enfin, c'est pas je pense, c'est inconsciemment, moi, je voulais être ce garçon, du coup. Je voulais pas être cette femme soumise, moi, je voulais être le garçon dont tous les besoins sont assouvis. Et oui, je voyais beaucoup de dépendance, en fait, dans la relation. Parce que l'homme dépendait de la femme au niveau des besoins et la femme dépendait de l'homme au niveau plus sécurité financière. Ouais, je voyais ça un peu comme un deal. Donc, ouais, c'est de cette manière-là, en tout cas, que ça m'a impacté. Et Émilie, en parlant des femmes de ta famille, est-ce que tu dirais que tu as ressenti une forme de pression de la part de ton entourage féminin pour répondre à ce schéma-là, et surtout en lien avec ta sexualité, notamment tes premières fois, premier baiser, enfin, tu vois. Bah, disons qu'en fait, on n'en parlait pas trop. Justement, moi, j'avais mes relations étaient cachées parce que mes parents ne voulaient pas que j'aie de petits copains. Et je me rappelle qu'au collège, j'avais été, il y a un des profs qui m'avait vu en train d'embrasser mon petit copain. Je me suis dit, mais mes parents vont me tuer parce que c'était pas un sujet en fait. C'était pas un sujet qu'on abordait. Il n'y avait pas de place pour ça. Et par contre, ma grande sœur, elle, donc qui avait 3 ans de plus que moi, bah, elle me partageait tout ce qu'elle vivait avec les garçons, etc. Et bah, je trouvais ça cool. Et en même temps, oui, ça me mettait une certaine forme de pression parce que j'avais 3 ans de moins. Et bah, c'était un peu mon seul modèle, entre guillemets. Enfin, en tout cas, quand moi, j'ai vu ma sœur avec d'autres garçons et quand je l'ai vue voilà, les embrasser, et puis bon, bah, forcément aussi avec une certaine intimité, ben, ça m'a trotté dans la tête. Et je me rappelle une fois, on se promenait en vélo pour aller se baigner et il y a deux charmants jeunes hommes qui sont passés, vraiment très beaux. Donc ils se sont arrêtés pour nous parler et ma grande sœur était avec une de ses copines et moi j'étais avec une de mes copines. Et donc on a discuté avec eux, voilà, etc. Et puis bon, ils sont repartis. Et je lui dis, alors moi j'ai toujours été très romantique et fleur bleue. Donc je lui dis, ah, ils sont trop beaux et tout, j'espère les revoir. Parce que je sais plus, je pense qu'ils nous avaient donné rendez-vous ou leur numéro de téléphone. Et puis je me rappelle, ma grande sœur et sa copine me regardaient un peu, voilà, comme la petite, et qui me disent, non mais n'importe quoi, parce qu'ils étaient plus âgés, ces garçons, je pense qu'ils devaient avoir l'âge de ma grande sœur. Et à me dire, non mais si tu couches pas, de toute façon, ce genre de mec, il voudra pas de toi. Et ça, pour une petite fille, je devais avoir 11 ans. Et ça m'a marqué. Ah, je peux imaginer, ouais, à 11 ans, quand tu entends ça, puis que tu dis, ben, c'est comme ça qu'il faut faire pour obtenir les faveurs d'un garçon. C'est ça. Est-ce que tu pourrais dire, Émilie, qu'il y avait à ce moment-là, enfin, quand tu avais 11 ans, mais en tout cas plus tard dans ta vie de jeune fille, jeune femme et de femme, une sorte de loyauté inconsciente qui s'était inscrite en toi face au conditionnement transmis par ton entourage féminin? Ah oui, complètement. Ouais. Bah, en fait, inconsciemment, quand on voit un modèle en face de soi, familial, et puis qu'on évolue dedans aussi. Puis aussi, moi, comme j'avais ma grande sœur qui, bah, qui avait 3 ans de plus que moi, donc je la voyais aussi dans ces systèmes. Pour moi, c'était normal. Je voyais pas comment fonctionner autrement. Je réalise hein, que pendant longtemps, je voyais l'homme comme un petit garçon et en même temps quelqu'un qui vient apporter de la sécurité financière. Donc je pouvais pas avoir une relation saine avec les hommes, c'était pas possible. C'était hyper paradoxal. Complètement, oui. Et puis en plus, sans compter que intérieurement, je voulais être toujours ce garçon. Donc il y avait une espèce de, je sais pas quel mot employer, une incongruence à l'intérieur de moi, en ayant conscience du système familial et de la relation intime.
tout en me disant: «Oui, mais moi je veux pas être cette femme, je serai cet homme». Mais en même temps, en éprouvant un certain dégoût vis-à-vis de cet homme et du coup, j'ai l'impression à chaque fois de baigner un peu dans l'homme et la femme mélangés, sans savoir véritablement qui je suis moi. D'ailleurs, la question de mon identité, de genre s'est posée à plusieurs reprises parce que pour moi, c'était pas clair et forcément parce qu'avec un mode de fonctionnement comme celui-ci, j'avais pas trop envie d'être une femme et en même temps, être un homme, je trouvais pas non plus ça très valorisant. Et, en parlant des hommes, tu me disais que récemment, Émilie, tu as pris conscience d'un schéma que tu reproduisais inconsciemment dans ta relation aux hommes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bien sûr. En fait, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que pour moi, dès qu'un homme, donc je choisis généralement des hommes très beaux. Alors, je suis un aimant à beau mec. Hein. Quelle chance! Oh zut alors. Et donc charmant, séduisant et généralement bon ben ils étaient attirés vers moi et il y a une partie de moi qui savait pas dire non. C'est-à-dire que comme lui était attiré vers moi, il vient vers moi, donc moi je dois dire oui. Donc là, j'étais déjà dans ce système de soumission où c'est l'homme qui vient vers moi et je lui dis oui, j'accepte. Pour autant, j'avais décidé de ne pas être cette femme soumise, mais dans le système, en tout cas, c'était tout autre. Donc dès qu'un homme venait vers moi, je disais oui. Ensuite, dans la relation, ben, je devenais cette femme entre guillemets parfaite, la femme que tous les hommes ont envie d'épouser. Alors avec ma vision à moi, hein, de ce que j'avais pu observer dans mon système familial. Et je devenais cette femme ménagère, alors que je déteste ça, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas cette femme qui fait des petits plats à son mari, etc. Enfin, et c'est pas du tout moi en fait ça. Donc au début, généralement, je rentrais dans le personnage de cette femme-là pour ensuite je devenais toxique, je devenais méchante, arrogante, je le castrais pour ainsi dire dans sa posture d'homme, parce qu'il y a une partie de la femme que j'étais qui voulait se venger de la vision que j'avais de l'homme, parce que c'était pas de l'homme en lui-même en fait. Ce que tu avais vu au cours de ton enfance et puis de ta jeunesse, tous ces conditionnements que tu essayais ben, tu te rebellais là contre, inconsciemment. Exactement, oui. Et d'ailleurs, ça m'amusait quand j'étais plus jeune, parce que je collectionnais les petits copains en fait, parce que dès qu'il y en avait un qui voulait de moi, et ben hop, j'allais vers lui et puis j'allais d'un mec à un autre sans me poser trop de questions. Mais ça me faisait pas ressentir grand-chose, en fait. Et dans l'intimité avec cet homme, donc cet homme vient vers toi, tu lui dis oui. Qu'est-ce qui se passe après de votre intimité? Est-ce que quand lui a envie d'avoir plus un rapport avec toi, est-ce qu'à un moment donné, tu oses quand même te poser la question, Hmm, j'en ai vraiment envie ou pas de ce rapport? Ou est-ce que finalement, pour répondre à cette femme parfaite et puis à ses conditionnements, tu dis quand même oui, mais à contre-cœur? Bah, alors, ça a été en deux temps. Pour te mettre du contexte, pour bien comprendre, j'ai eu des troubles alimentaires très jeunes, donc à partir de 13 ans. J'ai eu de l'hyperphagie. Ensuite, j'ai basculé sur de l'anorexie pendant 2 ans et ensuite sur de la boulimie. Donc, pendant ma période anorexique, donc c'était de mes 14 à 16 ans. Donc c'est là où justement, il y a un peu cette éclosion où on explore son corps, etc. Moi, je l'avais renié.
C'est-à-dire que j'avais aucune forme. Et pendant ces 2 ans, j'ai pas eu de petits copains parce que je ressentais pas ce besoin en fait. Je m'étais complètement coupée de désir, hein. Je me suis privée de désir. Et c'est vrai que la première fois, donc j'étais encore dans l'anorexie. J'ai eu un petit copain qui, on se faisait une soirée, donc avec une autre amie qui était avec son pote, et il a voulu me toucher la poitrine, alors qu'il était minuscule, hein, du fait de mon anorexie. Et là, j'ai eu un élan de dégoût, j'ai eu envie de vomir, donc je suis partie en courant dans la salle de bain. Et cette même copine de l'époque, qui devait être aussi dans les mêmes systèmes, hein, parce que finalement, on nature qui on est, et puis de par son discours, ça a été très révélateur. Elle est venue me voir dans la salle de bain, elle m'a dit ça va, et je lui ai dit non, ça va pas en fait, parce qu'il me touche la poitrine et c'est pas ok pour moi en fait, je veux pas. Mm. Elle me dit si, mais laisse faire, t'inquiète, les mecs ils sont comme ça, laisse faire et il fera tout ce que tu veux. Donc là, bah, elle est venue réinstaller un système que j'avais complètement fui moi, parce que j'avais fui mon corps aussi, mon corps de femme, et du coup bah là je l'ai laissé faire et je sentais à la fois, donc ça me dégoûtait, mais entre guillemets elle m'avait dit que c'était comme ça, et moi c'est vrai que j'avais un côté très naïf quand j'étais plus jeune, où je croyais tout ce qu'on me disait. Pour moi, ce que disait l'autre était beaucoup plus important que ce que moi je croyais, ou que moi je pensais, ou ma vérité en tout cas. Donc je l'ai laissé faire. Bah, ça a été finalement à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir une image différente de mon corps, de le voir plus comme un objet pour avoir ce qu'on veut en plus, hein, dans ce qui m'avait été dit. Donc voilà, ça c'était la première étape. Et en deuxième étape, quand je suis sortie de l'anorexie, où j'ai dévié dans la boulimie, ben ça c'était resté justement imprégné dans mon corps. Donc là, ben, il y a eu finalement tout ce désir que j'avais obstrué pendant cette période anorexique. La boulimie est venue venir nourrir à profusion le désir, donc que ce soit le désir sexuel, mais aussi les plaisirs et désirs de la vie. Et le sexe en a fait partie. Donc, quand j'ai commencé à reflirter avec des hommes, et ben là, je les laissais faire parce que pour moi, c'était comme ça. Je me posais même pas la question en fait de savoir si c'était ok pour moi ou pas. Pour moi, c'était juste comme ça. Donc, ben, j'allais dans ce schéma-là et je laissais faire. L'homme me montrait qu'il en avait envie. Si l'homme veut, moi je veux. C'est ça que je pensais à cette époque. Il y avait une part la soumission de la femme et d'autre part le sexe comme prise de pouvoir en fait sur l'homme. Si j'ai des activités, enfin si j'ai une relation intime, avec, mon compagnon, et ben du coup, il m'embête pas. Donc, c'est comme si ça venait un peu rétrograder la soumission en disant: «Mais attends, je suis dans mon pouvoir moi, je te donne ce que tu veux», et voilà, c'était un peu ça, hein. C'est de la manipulation, hein. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. On est toujours dans Nom d'un clito. C'est Céline et je suis accompagnée d'Émilie qui nous parle de son expérience en lien avec les rapports non consentis. Alors Émilie, juste avant la pause, là, tu disais que tu parlais plus de ton rapport à l'homme, de cette impression d'avoir du pouvoir alors que finalement c'était plus de la manipulation. Qu'est-ce que tu ressentais, tu l'as un petit peu dit aussi avant, quand un homme te touchait ou même quand il y avait un regard insistant et que l'homme avait de loin pas reçu ton feu vert? Vraiment, l'émotion qui montait tout de suite, c'était le dégoût, tout de suite. Je l'avais tellement obstrué par le fait que c'était normal, ça faisait dégoût, et après je me disais: «Non, c'est excitant» et cetera. Je me suis même mise à croire que j'aimais ça, que j'aimais les choses un peu hors limite, et oui, c'était principalement, du dégoût. Quand tu étais en couple, Émilie, comment est-ce que ça se passait pour toi? T'acceptais tout et entre guillemets n'importe quoi? Est-ce que tu pensais qu'il fallait absolument répondre aux besoins sexuels de l'homme? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, j'avais trouvé, des systèmes de fuite.
Notamment, il y avait le trouble alimentaire où du coup, comme j'étais toujours hyper focus, donc je passais pour la petite femme qui préparait des repas pour son homme. Mais en fait, c'est ce qui me permettait aussi de pas être tout le temps avec lui. Je lui disais: «Bah non, je fais à manger». Je trouvais beaucoup d'excuses pour éviter en fait, les relations sexuelles parce que, j'en avais pas envie. Si j'en avais envie, oui, c'était OK, mais comme c'était, très mécanique, alors en plus avec tout ce que je connais maintenant, c'est vrai que ça me convenait pas du tout en fait, cette sexualité. Donc je me rappelle et je me vois aussi, me mettre allongée sur le lit en disant, parce que, admettons la personne avec qui j'étais me dit: «J'ai envie de toi» et je lui disais: «Bah, vas-y, fais ce que tu as à faire» et pareil, les systèmes de fuite, ça a été jusque la drogue. En fait, j'avais pas pris conscience à quel point la drogue participait aussi à tout ça. Dans le sens où, quand on se drogue, on n'a pas super envie voilà, d'avoir une relation intime. Sauf que, pour les hommes, c'est différent. Eux, ils vont en avoir, très envie à un moment donné. La drogue me permettait de supporter, ouais, quelque chose que finalement j'avais aussi, j'avais nourri. Parce que depuis le départ, en fait, je fonctionnais comme ça. Avec ces hommes, dès le début, j'étais cet objet sexuel pour leur montrer que, voilà, c'était bien d'être avec moi parce que je leur donnais ce qu'ils avaient envie. J'étais même à l'initiative d'eux, parfois. Donc je me forçais à le faire et même j'étais à l'initiative parce que pour moi, le sexe, c'était de l'amour et d'ailleurs à certains moments, j'ai eu, des aventures d'un soir. Alors j'en ai eu peu parce que ça me faisait vivre vraiment énormément de dégoût de moi-même, pas tant de la personne en face de moi, mais de moi-même, parce que ça me ressemblait tellement pas intérieurement. Je recherchais l'amour et du coup, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais m'envoyer en l'air avec, un mec en soirée. Pour moi, c'était de l'amour et ça venait activer des parties de moi, où là, je commençais à prendre conscience que ça venait de moi, en fait, parce que c'est moi qui avais été chercher. Et en parlant de ça, ça va très bien avec la prochaine question. Quel a été le déclic pour toi, le moment où tu as décidé de reprendre le contrôle de ton histoire, Émilie, et de faire entendre ta voix, dire non, je me rends compte que cette manière de vivre en relation, ça me convient pas du tout, c'est pas moi. Et je décide maintenant de reprendre le pouvoir là-dessus, en tout cas de m'écouter plus. Alors, il y a eu plusieurs déclics, mais je dois avouer que le principal, ça a été, le décès de ma grand-mère paternelle. Avant de mourir, ma grand-mère m'a demandé, si j'étais heureuse et là, en fait, j'ai vu, toute ma vie défiler en me disant: «Mais non, mais ça, c'est tout sauf être heureux, en fait. Ça va pas du tout. Ça me correspond pas» et c'est là, en fait, que j'ai commencé à prendre conscience que, j'allais dans une direction qui était pas la mienne. J'avais des relations qui ne reflétaient pas celle que j'étais vraiment et je me rappelle que suite à cela, donc j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à me faire accompagner aussi par un psy parce que bon, avec les troubles alimentaires et cetera, c'était quand même indispensable. Ouais, j'ai repris le pouvoir, en fait, sur ma vie et c'est là où, j'ai rencontré quelqu'un où j'ai posé tout de suite, qui j'étais, en fait. C'est une superbe relation, elle est restée, elle m'a beaucoup impactée dans le sens où j'ai été moi-même et la personne en face de moi, m'a pris telle que j'étais et par rapport à notre intimité, je lui ai expliqué comment je fonctionnais, même si c'était un peu maladroit à ce moment-là parce que je me connaissais pas bien et il avait très bien compris que moi déjà j'avais besoin de me déposer et de parler avant de pouvoir avoir une relation intime et du coup, il prenait toujours le temps de m'écouter et cetera. Ça changeait la donne et là, c'était moi en fait j'avais beaucoup de désir pour lui. Moi qui étais habituée à vivre des relations, assez chaotiques, avec lui, c'était, à la fin, je me faisais un peu chier, mais ça n'avait rien à voir avec lui, en fait. C'est juste que moi, dans mon mode de fonctionnement, j'avais besoin, en fait, que ce soit intense. Donc quand on s'est quittés, je suis restée de nouveau une période, seule et puis ensuite, je me suis mis avec quelqu'un qui m'a fait revivre tout ça. Et je voyais, c'était un espèce de combat. J'étais dans une dualité intérieure en me disant: «Je sais ce qui est bon pour moi, mais je suis pas encore prête à y aller». Donc j'ai eu encore des expériences comme ça où j'allais, dans des relations où je savais dès le début que j'allais me faire du mal. Une fois que j'en avais conscience,
Je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc forcément, quand je le revis, ça fait encore plus mal et les expériences sont encore plus intenses et douloureuses. Donc j'ai eu 2 expériences après ça, dont une l'année dernière où là, ça a été les 2 autres déclics où là je me suis dit, notamment celui de l'année dernière, où là je me suis dit: «Là c'est terminé». Parce que là, je vais clairement me faire du mal et ça c'est plus possible. Et aujourd'hui, Émilie, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé à transformer ces expériences difficiles, cette force, cette résilience que tu as? Ben, c'est de reconnecter à mon corps, à ma partie féminine parce que c'était moi mon féminin, je l'accueillais pas du tout. Alors, j'avais un masculin blessé et un féminin, mort. Donc c'est de me réconcilier avec ces 2 parties à l'intérieur de moi. Hem, le tantra m'a permis de reconnecter à mon corps avec respect, de reconnecter en fait à cette énergie sexuelle qui avait été complètement, brimée, qui avait été aussi, salie, pour revenir dans un corps, beaucoup plus, féminin, beaucoup plus, solide. Et aujourd'hui, j'aime mon corps alors qu'avant j'avais toujours de la difficulté, à aimer mon corps et aujourd'hui, en fait, je l'aime comme il est et ça m'était jamais arrivé. Et Émilie, tu parlais du tantra. Est-ce que pour les personnes qui savent pas exactement ce que c'est, tu pourrais expliquer un petit peu plus ce que c'est? Oui, alors le tantra, en fait, c'est une pratique spirituelle. Donc il y a différents, hein, types de tantra. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais moi, j'avais commencé par le néo-tantra. Le néo-tantra, en fait, c'est, au début, on reçoit les massages, d'accord? Le tantra, en fait, permet de se réconcilier avec son corps et de connecter avec l'énergie sexuelle qui n'est, tout simplement que l'énergie de la vie et ça permet vraiment de se reconnecter à soi, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous faites des massages tantra et que la personne, vous masturbe ou, vous pénètre, bah, ça, c'est pas du tantra, en fait. D'accord? Donc ça, il y a déjà abus dans ces cas-là. C'est pour ça que le cadre est important dans le tantra. Et pour terminer, Émilie, quel message t'aurais envie de transmettre aux autres femmes qui pourraient se retrouver dans ton histoire? Déjà, leur dire qu'elles n'ont pas à avoir honte, qu'elles n'ont pas à douter, de qui elles sont, de pas faire l'amour si elles se sentent pas prêtes, même si ça dure longtemps. Même si à 30 ans, vous avez toujours pas fait l'amour, bah, en fait, qui a dit qu'il y avait une deadline? L'amour, pour moi, faire l'amour avec quelqu'un, c'est précieux, en fait. C'est un cadeau qu'on offre à soi et à l'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui vient nourrir la personne de l'intérieur et qui vient pas la traumatiser à vie. Donc, prenez votre temps, aimez-vous plus fort que tout. Et puis oui, n'hésitez pas aussi à parler, en fait, c'est important. Posez des questions, évitez de rester seul avec tous vos questionnements. Merci Émilie pour ton témoignage. J'ai vraiment été ravie de d'avoir ici dans cet épisode et d'écouter ton témoignage. Merci Céline. Cet épisode touche à sa fin. Si le partage d'Émilie a résonné pour toi et que toi aussi tu veux t'exprimer, contacte-moi grâce au lien que tu retrouveras dans le descriptif de l'épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!